À l'ordre, s'il vous plaît. Nous reprenons nos travaux. Alors, bienvenue à notre invité, M. Bellil, de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Vous connaissez la routine. Je vous demanderai de vous présenter pour les fins de l'enregistrement. Vous avez 10 minutes pour faire votre présentation. À la suite de ça, nous allons avoir un échange avec les membres de la commission. À vous la parole. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le ministre. Bonjour, Mesdames et Messieurs. C'est un plaisir de venir partager avec nous le fruit de nos réflexions. Ça fait quand même très longtemps qu'on travaille sur le domaine des véhicules automobiles. En fait, on pourrait dire depuis 35 ans ou presque maintenant, et pour lequel on propose justement d'encourager le progrès. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on peut toucher au progrès. Alors, il faut maintenant le concrétiser. Je ne vous lirai pas le mémoire qu'on a déposé. Vous avez probablement eu le temps de le lire. Je vais passer sur les grandes lignes et surtout tenter de répondre à vos questions parce que toutes sortes de choses que j'ai entendues en écoutant les présentations et je pense que c'est très intéressant de faire le tour et je remercie de bon Dieu. Là, il y a un clin d'œil qui m'a fait en me faisant passer après les gens de Tesla parce que ce que j'ai entendu, j'en revenais pas. Là, je pensais qu'on avait reculé nos mondes de 25 ans. Là, Arrivons en 2016 et regardons les choses comme elles sont et surtout encourageons le progrès, ce qui me semble clair que la loi zéro émission du Québec propose. Alors pour nous, le titre de notre mémoire, je pense qu'il dit tout, c'est que c'est un outil fondamental, incontournable de lutte au changement climatique ou de réduction des gaz à effet de serre et on ne pourrait pas penser atteindre nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre dans le secteur des transports sans une loi zéro émission, mais ce serait pas suffisant. Et même, on a trouvé que le projet de loi qui nous a été présenté, qui est très bon, souffre un peu de gêne. On devrait se retrouver au Québec avec la même attitude qu'on avait dans ma génération, si vous me permettez, parce qu'à cette heure, je suis probablement le plus vieux dans la place, je pense que je peux dire ça. Quand on a voulu développer les énergies vertes comme l'hydroélectricité au Québec, on est allé au fond. Je pense que dans le transport, on est rendu là et on a les moyens, puis l'occasion est encore plus intéressante que partout ailleurs dans le monde. Alors, il ne faut pas y aller avec le dos de la cuillère, mais il faut y aller vraiment avec la pelle et dire, là, on est capable, on a tout en main pour faire en sorte qu'on réduise de façon importante les émissions de gaz à effet de serre dans le transport, mais qu'on développe aussi de nouvelles technologies, de nouveaux processus, de nouvelles structures. On a tout à portée de la main et là, il faut arrêter de sortir les espèces de fantômes qui nous font croire que tout va mal. J'entendais tantôt que pour les véhicules hybrides, par exemple, ou électriques, l'hiver, c'est une catastrophe. Moi, je demeure sur le mont Frampton, qui a un parc éolien parce qu'il est très haut. Et je conduis un véhicule hybride depuis 2006 à tous les jours. Je ne l'ai jamais branché. J'ai jamais eu de problème à partir. J'ai entendu toutes les rumeurs voulant que les batteries seraient une catastrophe, parce que j'ai 28 batteries là-dedans et ça serait absolument fou le jour où je serais pris pour les changer. Ça n'a jamais arrivé. J'ai maintenant mon deuxième véhicule hybride. J'ai jamais eu de problème. En fait, s'il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est justement, il n'y en a pas de problème avec ces véhicules-là. Donc, je rappelle rapidement que pour réduire les gaz à effet de serre, on ne peut pas ne pas agir dans le transport et dans le transport, on ne peut pas ne pas mettre une loi zéro émission avec des objectifs ambitieux. Maintenant, il y a différents problèmes auxquels on est confronté qu'il faut régler. J'entends encore les légendes urbaines, parce que moi, je demeure en campagne, je peux les entendre au loin, mais je sais que ça n'a pas de bon sens. Les légendes urbaines qui nous disent qu'il n'y en a pas de problème, des véhicules électriques, il y en a plein partout. Nous, avant de venir vous voir, on a fait une petite enquête terrain. On s'est rendu compte, non, il y a un gros problème. Il n'y en a pas de véhicules disponibles suffisamment pour la demande. Et là, on s'est dit, pourquoi? Est-ce que parce que le monde a tellement peur des véhicules électriques qu'ils ne veulent pas en acheter?
Mais on pense pas. Les Québécois sont généralement pas de ce type de peureux et peureuses-là. Et on a fait l'enquête sur le terrain. Premièrement, j'ai une liste là, que vous avez, je ne la nommerai pas toute. Ils sont très, très, très peu nombreux, les véhicules en vente et disponibles. Et dans beaucoup de concessionnaires, on préfère vendre des véhicules non électriques, et même ceux qui en ont, à part peut-être GM et Tesla, bien sûr qu'il n'y a pas d'autre chose à offrir. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est plus facile et plus payant pour un vendeur de vendre n'importe quoi avec un véhicule électrique, même si dans son salon, il y a une Volt ou il va y avoir une Bolt bientôt, tout simplement parce que le poids et le prix du véhicule fait qu'on va essayer de te convaincre d'acheter plus gros et plus consommateur. Alors là, on est déjà en partant pris avec une situation qui est contradictoire, qu'il faut régler. Et pour nous, ça fait longtemps qu'on le dit, il devra y avoir formation dans les concessionnaires pour assurer que les vendeurs sachent de quoi ils parlent. Mais s'il n'y a pas de loi zéro émission qui force les manufacturiers et les concessionnaires à mettre sur le marché et à faire la promotion des véhicules électriques, ben on part avec une main attachée dans le dos et un pied qui manque un running shoe. Donc, on est beaucoup mieux équipé avec une loi zéro émission. Alors, vous me direz, ouais, mais là, la Californie, tout à coup, est en train de revoir un peu son approche. Oui, c'est vrai, et tant mieux, hein, c'est comme ça qu'on évolue. La Californie s'est rendu compte que viser, comme le veut le vieux proverbe qui dit que le mieux est souvent l'ennemi du bien, bien, viser 100% électrique le plus vite possible en mettant de côté les possibilités d'encourager les véhicules hybrides rechargeables ou même les véhicules éco-énergétiques, bien, ça a causé un ralentissement. Et je sais que la nouvelle version de la loi zéro émission de la Californie va être plus ouverte, plus accessible et plus généreuse pour les gens. Donc, avant de dire que la loi zéro émission a été scrappée en Californie, il faudrait d'abord vérifier les sources. Et aussi, il y a des choses qui ont été dites, et là, je vais rapidement parce que je sais que j'ai pas le temps de lire mon document. Quand on nous parle aussi du coût des véhicules, du coût des batteries, ben là, je sais pas, là, j'ai l'impression ce que je lis puis ce que je vois de ce temps-là des opposants, je ne sais pas d'où ils sortent leur information. On a fait une petite recherche rapide, là, et par exemple, juste donner le nom d'une compagnie comme ça, là, je ne fais pas de promotion pour eux autres, mais la présidente de GM disait qu'à partir de 2020, là, le coût des batteries des véhicules électriques va avoir tellement baissé, puis dans les quelques années après, que ça va être moins cher, les véhicules électriques que les véhicules à essence. Alors, y a-t-il quelqu'un qui ne veut pas qu'on vende de véhicules électriques? Ou ben non, je pourrais poser la question autrement. Pourquoi ceux qui n'ont pas de véhicules électriques chialent-ils tant que ça contre les véhicules électriques? Il serait bien mieux de s'enligner puis d'en construire. Voilà, si vous permettez, je sais que je devrais être respectueux de tout le monde, mais des fois, il faut encourager le progrès. Bon. Bien sûr qu'une loi zéro émission, c'est une manière de réduire la pollution de l'air de façon importante, et vraiment très importante. Mais qui dit pollution de l'air ne parle pas que de réchauffement planétaire. On parle aussi de smog dans les villes, et le smog tue. Ça fait longtemps qu'on vous le dit, ça fait des années que je viens ici pour en parler. Le smog tue, juste dans la région de Montréal, 1500 personnes par année. Combien ça vaut, ça? Bon, je pense que ça vaut plus cher qu'une batterie, en tout cas. Hein? Bon. Alors, dans ce sens-là, pour nous, c'est clair, on a absolument besoin d'une loi zéro émission, une loi encore plus audacieuse, et j'encourage fortement les constructeurs, et vous avez la liste là, de ceux qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, bien, arrivant vite. On est en 2016, le réchauffement planétaire, c'est un problème extrêmement grave, reconnu partout dans l'humanité, et il n'y a que, je vais terminer là-dessus pour ouvrir aux questions si ça vous tente, il n'y a que des opposants très bien connectés avec les compagnies pétrolières dont les deux frères Koch ont décidé dernièrement, parce qu'ils sont les propriétaires d'ExxonMobil, d'investir des centaines de millions de dollars dans la désinformation et pour nuire au développement et à la mise en place de normes zéro émission, et ils ont visé la Californie d'abord. Et c'est pas mal ça qui explique ce qui se passe. Et on n'est pas dupe au Québec. C'est pas parce qu'on est loin dans le nord par rapport à la Californie qu'on ne sait pas lire puis qu'on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. L'important, le Québec est appelé à un rendez-vous
absolument incontournable. Et moi, j'invite l'Assemblée nationale, tous les partis et le gouvernement à mettre en place cette loi-là qui va permettre non seulement de répondre à nos engagements par rapport à l'environnement, mais on va créer un nouveau secteur au Québec qui va être créateur d'emplois, qui va être bon pour l'économie, parce qu'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on change un véhicule à essence pour un véhicule électrique, c'est du pétrole importé qui vient de la mer du Nord ou de l'Ouest canadien, c'est du pétrole importé, donc on exporte nos capitaux. Mais à toutes les fois qu'on aura un véhicule électrique et qu'il s'en ajoutera un véhicule électrique dans le marché, eh bien, c'est de l'hydroélectricité ou de l'électricité éolienne du Québec qu'on achètera. L'argent restera au Québec. La pollution, bien, on va la réduire de façon importante et rapidement. Alors, Merci. je vous encourage à passer à l'action maintenant. Merci. Nous allons passer maintenant à la période d'échange. Monsieur le ministre, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Bellil. Merci pour votre présentation ainsi que le mémoire de la QLPA. Alors, le CA Québec, qui représente des milliers de Québécoises et de Québécois automobilistes, est venu nous dire que cette organisation-là craint un choc brutal sur les prix des véhicules si on va de l'avant avec une norme VZE. Votre réaction? Bien, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par choc brutal. Quand je verrai le prix des véhicules électriques tomber de la moitié, oui, ça va être brutal, mais je pense que ça va être une bonne affaire. Alors, je veux dire, bon, les constructeurs automobiles sont venus nous dire la même chose la semaine dernière. C'est une grosse partie de l'argumentaire qui milite soit pour reporter dans le temps l'adoption ou même tout simplement mettre de côté la norme VZE, c'est que les Québécoises et les Québécois vont être pris avec une facture plus salée pour leur véhicule. Alors, ça là-dessus, mais pour être juste aussi, CA Québec ne nous a pas produit d'études à cet effet-là. Je sais que vous étudiez beaucoup, vous lisez, comme vous l'avez dit, vous regardez les études, vous regardez les études universitaires, les études indépendantes. Vous, à la QLPA, quelle est votre réaction par rapport au fait que certains nous disent que ça va être plus onéreux pour le consommateur québécois si il y avait une norme VZE en vigueur? Je n'accepte pas, mais pas du tout ce raisonnement-là. C'est, comme je le disais tantôt, une espèce de légende urbaine, là. On a commencé à voir ça à un moment donné, puis là, pour les plus vieux, mais plus jeunes que moi, vous vous en souviendrez peut-être. M. Simard, je pense qu'il est pas mal à la même âge que moi, il va se souvenir de ça pas mal. Quand est arrivé le temps de mettre les ceintures de sécurité dans les véhicules, oh boy! Le monde n'achèterait plus de chars parce que les ceintures vont faire que ça va coûter cher, puis ça va être un paquet de troubles. Puis tout ce qu'on a entendu là, pendant je sais pas combien d'années pour dire qu'il fallait pas avoir de ceinture de sécurité, ça n'a pas empêché le monde d'acheter des chars. Puis aujourd'hui, tout le monde a sa ceinture de sécurité. Puis le prix des chars n'a pas augmenté. On a entendu la même affaire quand est arrivé le temps d'avoir des catalyseurs sur les véhicules. Puis il y a eu 2 générations de catalyseurs. Il n'y a rien qu'on n'entendait pas, là. Non seulement ça coûterait plus cher, mais là, c'est bien juste si le moteur ne fondrait pas à cause de ça, puis n'importe quoi. Et le prix des véhicules augmenterait de façon importante. C'est jamais arrivé. Est arrivée la 2e génération de catalyseurs, les catalyseurs 3 voies. Ah ben là, c'est encore pire. Parce que là, on est rendu avec un ordinateur de bord, on est rendu, là, ça va coûter cher, puis ça marchera pas, puis blablabla, blablabla. Par contre, j'ai un petit bémol à amener. On aurait dû, depuis longtemps, avoir un programme d'inspection des véhicules automobiles au Québec, parce que ces catalyseurs-là auraient marché plus longtemps. Mais ça, c'est un aparté. La réalité, c'est que même avec cette nouvelle génération de catalyseurs-là, les prix n'ont pas augmenté à cause de ça. Les prix pour les véhicules ont augmenté dans certains cas parce qu'au lieu de profiter de la technologie qui nous permet d'être plus efficaces, on a augmenté la puissance, on a augmenté le poids, on a augmenté le luxe des véhicules. Et là, après ça, on dit « Ah, les véhicules ont augmenté. » Ben oui, mais Simonac, t'avais-tu besoin de mettre tout ça dans un char? Au fond, là, c'est juste pour se promener le popotin du point A au point B.
Est-ce que ce que vous décrivez là aussi, ça s'appliquerait aussi lorsqu'on a introduit, lorsque les gouvernements ont mis en place des standards d'économie d'énergie? Est-ce qu'on a vu le même genre de réaction? Ben oui, trois fois qu'est arrivée la question, puis là, on me retourne encore en 73, premier choc pétrolier. Le gouvernement Carter, à l'époque, a décidé, vu le choc pétrolier, qu'il fallait réduire, et il a lancé le défi aux manufacturiers américains de faire comme les Européens et les Japonais, mettre des 4 cylindres sur le marché. Ah ben, ce qu'on a entendu là, je pense que ça vaut une encyclopédie de caricature. OK? Parce que ça se pouvait pas, on n'est pas capable, nous, les Nord-Américains, de rouler avec des véhicules 4 cylindres. Ça marche pas, ça pourrait te monter des côtes, c'est toujours arrêté, tu vas toujours manquer de gaz. Premièrement, c'est importé, puis ça vient des Japonais, puis n'importe quoi. Mais là, j'ai essayé de vous dérider parce que c'est un peu austère, l'Assemblée nationale, mais là, je vais devenir sérieux. OK? La réalité de ces affaires-là, c'est pas bien compliqué à comprendre. Là. Pas besoin d'avoir un cours en sciences politiques ou en économie. Là. Les compagnies pétrolières ne veulent pas qu'on réduise notre consommation. Puis, ils sont bien chums avec les manufacturiers automobiles. Aujourd'hui, il y en a moins, mais il existait un groupe financé par les frères Koch qui s'appelait le Heartland Institute, dont GM, Ford et Chrysler étaient membres. Et cet institut-là a été condamné et reconnu, et ExxonMobil aussi, pour avoir investi des centaines de millions de dollars au fil des années pour nier le réchauffement planétaire et discréditer toute mesure qui permettait de réduire les émissions ou la consommation. Ça, c'est dans la vraie vie, là. Et heureusement, les gens de GM ont quitté Heartland Institute et le mois d'après, ils mettaient en vente la Volt. Donc, tout ça, là, il ne faut pas se compter d'histoire, là. Il y a des gens qui n'en veulent pas, qui sont puissants, qui ont des chums, qui travaillent avec les manufacturiers automobiles et prennent beaucoup de place. Mais c'est à nous de faire la différence, là. On n'est pas en 1832, là. On sait lire, on sait écrire, on est capable de s'informer et on a un défi à relever qui, lui, ne nous donne pas 200-300 ans devant nous. On a 5 ans pour agir de façon importante, donc on a besoin d'une loi zéro émission. Puis ceux qui n'aiment pas ça, ben continueront à se promener en Hummer. Parce qu'en effet, quand on parle de véhicules zéro émission, on parle de véhicules électriques et l'électricité viendra en grande partie d'Hydro-Québec, l'électricité produite ici, alors que présentement, lorsqu'on a un moteur à combustion, bien, on envoie l'argent à l'étranger. C'est une perte nette. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui a un impact sur le consommateur et un impact positif si on va de l'avant avec une telle norme. On nous a dit également que le consommateur n'est pas prêt. Que les Québécoises et les Québécois ne sont pas prêts et prêtes pour aller de l'avant avec plus de véhicules zéro émission. Votre réaction à cette affirmation-là? Bien, ils sont où, les consommateurs? Il faudrait qu'ils soient tous ici puis qu'ils répondent à cette question-là. Ceux qui parlent au nom des consommateurs, bien, je ne sais pas. Là, moi, ce que j'ai vu dans les sondages, et on en a fait, et on continue à travailler là-dessus, au contraire, les gens veulent des véhicules. Ils essayent d'en trouver. Ils sont pas capables. Il n'y en a pas dans les concessionnaires. Fait que c'est pas que les gens en veulent pas. Bon, c'est sûr que les gens peuvent pas tous acheter la Tesla super high class. Mais la Volt et la Bolt qui s'en vient et les nouveaux véhicules électriques qui sont vraiment, et même Tesla s'en vient, à prix abordable, fait en sorte que si on les rend disponibles sur le marché, bien, les gens vont les acheter. C'est partout dans le monde, on a vu ça. Le problème, c'est la disponibilité. Puis l'autre problème, c'est quand tu rentres dans un salon de vente de véhicules automobiles, puis que le vendeur fait tout pour essayer de te faire croire que ça ne marche pas parce que je nommerai pas de nom de compagnie ou de manufacturier, mais ils n'en ont pas, bien, c'est sûr que quand tu rentres dans un salon-là, le vendeur, il va te dire qu'un char électrique, là, c'est bon à rien, ça marche pas, ça coûte cher, n'importe quoi. Mais ça, là, c'est une vieille histoire, là, puis c'est une question d'odeur d'argent. Monsieur le député de Mégantic. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, me fait plaisir de vous écouter aujourd'hui, c'est intéressant. J'aimerais vous entendre un peu, parce que vous parlez dans votre document du bonus-malus. Oui. Et on a eu un groupe qui, entre autres, qui nous a recommandé qu'on devrait charger au moins 100
la tonne de CO2 émis, ce qui représente à peu près 23 sous le litre d'essence additionnelle pour contrer l'achat des véhicules supérieurs. J'aimerais vous entendre sur le bonus-malus et vous nous donnez un état de situation, mais dans quelle direction vous voudriez aller et jusqu'où? Bon, encore là, m'a fait mon pépé vert. Au Québec, selon le premier plan d'action sur les changements climatiques qui date de 2000, on avait mis comme recommandation qui est un bonus-malus. Je faisais partie, avec les gens qui ont travaillé là-dessus, de ceux qui ont conseillé le gouvernement. OK? Alors, le bonus-malus, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il y ait un montant de malus suffisamment important pour que tu lâches l'armure et que tu aies un bonus suffisamment important pour dire non seulement je lâche l'armure, mais je vais être content de m'acheter une Volt ou une Volt. OK? Donc, là, il faut arrêter de regarder juste l'aspect malus comme étant une fatalité, on va tomber en faillite parce que là, on ne pourra pas acheter un Hummer. Non. Acheter le Hummer, là, c'est un gros problème environnemental et parce que tu le fais consciemment, que tu as choisi ça, tu as choisi de nuire, si tu ne sais pas, on peut te l'expliquer, mais si tu sais, tu le fais consciemment, un choix qui va dans le sens contraire de nos responsabilités. Donc, il n'y aura jamais, quant à moi, de malus trop élevé, parce qu'il y a des gens qui vont être quand même capables. Un Hummer, là, il ne s'en fait plus, mais on peut regarder, je peux nommer d'autres véhicules, mais je nommais celui-là parce qu'il ne s'en fait plus, justement. Mais les gros véhicules, là, hyper consommateurs, pour lesquels on entend chialer le monde qui dit ça coûterait trop cher, là. Bien, je peux-tu vous dire, tu as besoin d'être plein en 5, s'il vous plaît, pour t'acheter un camion comme ça? 500$ ou 800$ de plus sur le prix, là, ne paraîtra pas. Par contre, l'autre bord de la médaille, pour la grande majorité des gens, si tu encourages l'achat de véhicules éco-énergétiques ou de véhicules électriques, tout le monde va sauver et le Québec va y gagner de façon importante. Merci. Donc, vous considérez vraiment qu'il faut avoir le bonus et le malus pour y arriver. Le deuxième point que je voudrais faire avec vous, vous nous parlez relativement beaucoup de l'hydrogène à l'intérieur du processus et vous référez au volume de M. Langlois, le roulé électrique, où lui, il prend le pire cas pour l'hydrogène à 23 % de rendement, quand l'utilisation de l'hydrogène, du gaz naturel in situ pour faire de l'hydrogène et la mettre dans la voiture, a une réduction immédiate de 60 % des gaz à effet de serre. Puis ça, c'est un élément transitoire quand vous considérez qu'aux États-Unis, il y a 12 % d'énergie électrique qui est renouvelable, puis qu'on fait des voitures électriques avec ça. Vous voyez, il y a une espèce de déséquilibre et de mauvaise information. M. Langlois a fait un bon volume, mais il date de 8 ans, puis dans le pire contexte. Je voudrais vous entendre là-dessus parce qu'il y a une contradiction ici où vous semblez dire « oubliez ça, c'est pas important », puis de l'autre côté, vous dites « faut aller à l'autre extrême ». Bon, la technologie évolue très rapidement, vous l'avez bien expliqué au niveau des batteries. Ouais. Là aussi, mais on n'en tient pas compte. Je trouve ça un peu étrange. Moi, je ne vois pas de contradiction, mais pas pantoute. Premièrement, je vais mettre mon casque de gars de la baie James. OK. Je trouve pour le moins drôle, et là, oui, il y a toute une contradiction, qu'au lieu de mettre de l'électricité dans un véhicule à hydrogène ou dans un véhicule point, on déciderait de passer par le gaz, puis on est supposé d'essayer de réduire le plus possible l'utilisation du gaz pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, pour moi, passer du point A au point B, là, on nous propose de passer par le point F pour arriver au point B. Non, c'est pas d'affaire là. On perd du temps. On est bien mieux équipé au Québec pour s'assurer qu'on produit avec de l'énergie 100% propre et renouvelable. Et ça, c'est l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire. Bon, le solaire, pas tout de suite, là, mais l'hydroélectricité, on n'en manque pas, c'est clair. On en a des surplus, on ne sait plus quoi en faire. Ça fait à peu près rien que 30 ans que je vous le rappelle à peu près à 3 années. Bien, on est là. Alors, on pourrait, au lieu d'essayer de développer quelque chose à côté qui est complètement, je dirais, c'est comme l'expression de bonnes intentions, là, mais là, on est dans le concret.
Le concret, c'est que l'électricité produite au Québec est disponible maintenant et elle est beaucoup plus propre, ce serait beaucoup moins compliqué, beaucoup moins dispendieux puis beaucoup plus rapide. Merci. Un dernier point, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'aimerais vous entendre sur d'où vous avez extrait les données ou les effets de la santé à Montréal, où il y a 1500 personnes qui meurent annuellement à cause du smog, juste parce que si on veut utiliser cette référence-là, je voudrais bien comprendre l'enjeu, puis comment ça évolue, cette tendance-là. Ben, ça, c'est l'Institut national de santé publique qui le répète à toutes les années. Et à la QLPA, ben, depuis 1982, on vous le rappelle aussi. OK. Donc, cette tendance-là, est-ce que vous la voyez s'améliorer à Montréal ou si on la voit encore empirer de façon dramatique, malgré le transport en commun, malgré beaucoup de changements qu'on fait? Bien, ça s'est amélioré, mais comme on disait en 1986 pour les catalyseurs, et c'était vrai pour le reste, c'est que tout n'est pas statique. OK? On a obtenu des améliorations, mais en même temps, le parc automobile a augmenté de beaucoup. Ouais. Et là, les gains que tu as amassés, tu les as perdus parce que tu as plus de véhicules. Bon, tantôt, je vous ai rappelé qu'on n'a toujours pas de programme d'inspection obligatoire des véhicules automobiles. Bien, le simple fait qu'on n'a pas ça, les véhicules automobiles se dégradent beaucoup plus rapidement au Québec qu'ailleurs au Canada ou même aux États-Unis. Eh bien, ça aussi, ça joue contre les améliorations qu'on a pu apporter. On investit de l'argent d'un côté pour améliorer les affaires, mais en même temps, on laisse se dégrader les choses parce qu'on n'a pas le courage d'aller au bout de nos responsabilités. OK? Alors, moi, je vous appelle là-dessus, puis surtout, si vous venez de Mégantic, j'ose espérer que vous avez une sensibilité pour les énergies vertes et renouvelables. Merci. Merci. Nous passons maintenant à l'opposition officielle. Monsieur le député de Terrebonne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Bellil. Je commence à soupçonner que vous avez peut-être délibérément voulu être le dernier à passer en commission pour marquer les esprits. Là, je vous sens d'attaque là, et motivé comme à votre habitude. Permettez-vous de vous répondre? Oui? Non, il y a un bon Dieu pour les innocents, là, parce que j'avais mêlé mes affaires, puis ça a donné comme ça. En tout cas, je trouve que vous finissez bien cet avant-midi. Alors, pour vous dire, j'ai entendu votre échange avec le ministre concernant, évidemment, l'augmentation du prix des véhicules qui est spéculée par certaines personnes. Vous semblez imperméable, M. Bellil, à toute campagne d'épouvantail, là, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, de fantômes. Donc, vous avez vu l'eau couler sous les ponts avant aujourd'hui, puis on dirait que ce genre de choses ne vous impressionne plus. Et je dois vous avouer que nous sommes d'accord avec votre interprétation des faits parce que les études démontrent que le prix des voitures là, ne fluctue pas d'une façon là, significative avec l'arrivée d'une loi zéro émission dans plusieurs États. Des fois même, on voit certains prix être vus à la baisse. Donc, là, je pense que vous êtes directement au même niveau que bien d'autres. Et pour l'hydrogène, je comprends que cette aventure ne vous intéresse pas du tout. Vous l'avez expliqué de long en large avec notre collègue de Mégantic. Donc, c'est une perte à la fois d'énergie, d'efficacité, d'optimisation. C'est un détour important. Oui, puis si vous me permettez, c'est que là, on nous présente ça comme un véhicule zéro émission. Mais c'est pas vrai pantoute. Le ministre vient de nous le dire lui-même, pas le ministre, mais le député de Mégantic vient de nous le dire lui-même. On utiliserait du gaz pour produire l'hydrogène. Bien, il faut faire l'ensemble de l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire l'analyse de l'ensemble du cycle de vie. Et là, on se rend compte que, non, il y a des émissions liées à ça. Alors, pourquoi passer par là? Avec l'hydroélectricité puis l'électricité éolienne, zéro émission. Et là, c'est vrai, là, c'est du solide. Ça me semble très clair. Et comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est pas que les réserves en hydroélectricité ou en énergie sont manquantes au Québec, elles sont disponibles. Et vous avez très bien démontré tous les avantages à la fois économiques sur les retombées que ça peut avoir sur le territoire national. Donc, considérant que l'hydrogène n'est pas une aventure stimulante à vos yeux, j'aimerais donc avoir un peu plus de votre avis sur quel genre de crédit, quel genre d'amélioration essentielle on devrait apporter au projet de loi zéro émission à l'heure actuelle sur les crédits octroyés. Je comprends que les véhicules à hydrogène ne devraient pas faire partie de cette aventure, ou en tout cas du moins ne sont pas à valoriser en premier plan. Qu'est-ce qu'on pourrait recommander donc au gouvernement pour essayer de rendre ce projet de loi mordant, efficace et audacieux? Est-ce que vous avez déjà une classification à proposer, vous qui avez l'expérience? Bien, on l'a dans le mémoire. Je dirais d'abord, pour ce qui est des véhicules à hydrogène, zéro crédit.
ou même ne pas les considérer, là, parce que c'est faux de prétendre que c'est zéro émission. Là, quand on fait l'ensemble du cycle de vie, puis qu'on sait qu'on part du gaz, bien là, on est comme en porte-à-faux. Maintenant, ben, les crédits devraient être plus importants pour les véhicules 100% électriques, bien sûr, mais il ne faut pas dénigrer les autres véhicules parce qu'on a une transition à faire. Okay? Donc, les hybrides rechargeables et même, il faut le considérer, les véhicules éco-énergétiques. Parce que là, on a tendance à regarder ces affaires-là comme le parc automobile. Mais si on le regarde par rapport au consommateur, okay? Le consommateur a un véhicule aujourd'hui et là, il veut le changer. Bien là, il faut l'encourager le plus possible vers un changement le plus positif possible. Mais c'est pas tout le monde qui va avoir l'argent pour s'acheter un véhicule neuf électrique. C'est pas tout le monde qui va avoir l'argent même pour s'acheter un véhicule neuf, point. Mais on peut encourager la réduction de la consommation de bien des façons. Alors là, on encourage les gens et on offre plus de crédits, que ce soit aux manufacturiers, aux concessionnaires, pour la vente de ces véhicules-là. On encourage justement le marché. Donc, on élimine, tant qu'à nous ou tant qu'à moi, l'hydrogène et on élargit et on encourage davantage les autres véhicules en autant qu'à chaque fois, on obtienne une réduction de la consommation et donc des émissions. Message reçu d'ailleurs pour valoriser justement puis favoriser cette vente de véhicules. Vous avez mentionné dans votre introduction tous les avantages qu'une loi zéro émission peut emmener sur notamment la formation qu'on doit apporter aux vendeurs sur le plancher pour être capable de donner l'heure juste aux consommateurs sur les véhicules qui sont les plus appropriés ou en tout cas du moins qui pourraient être appropriés à leur situation. Un groupe où des gens sont venus autour de cette table pour nous proposer une alternative en disant qu'il faudrait que les vendeurs aient une prime incitative pour revendre des voitures électriques, parce que vous disiez dans votre préambule, vous avez beaucoup de métaphores, là, vous parliez d'odeur d'argent qui est parlante, ou en tout cas du moins qui fait la différence. Est-ce que vous pensez que les vendeurs devraient avoir des incitatifs lorsqu'ils réussissent à vendre un véhicule électrique? Certains disaient que dans le crédit d'achat de 8 000, il ne suffirait que 500 pour le vendeur, pour les motiver de façon endiablée là, dans l'apprentissage de tous les avantages qu'un véhicule électrique peut avoir. Là, je ne sais pas si c'est le gars de la construction, le producteur forestier ou l'écolo qui veut répondre ou un peu des trois, mais je trouve ça pas mal spécial de dire on va te donner un bonus pour que tu fasses la job comme il faut. Attends un peu, là. Tu as des véhicules qui sont à la fine pointe du progrès. Moi, ce serait un point d'orgueil, un point d'honneur de dire, ben je vais devenir le meilleur vendeur, puis j'attendrai pas d'avoir une prime pour ça. Là, moi, s'il faut, le remarquer, là, mais personnellement, je trouve que c'est justement de même qu'on se met dans le trou. Décider que là, il a trouvé que c'était dur un peu, mais s'il y avait 500$ dans la poche d'à côté, ça serait moins dur. Alors, un peu. Je vous pose des questions et j'apprécie beaucoup la franchise et l'authenticité de vos réponses. Vous demandez donc au niveau d'un programme d'inspection qui semble vous intéresser particulièrement. Plusieurs groupes sont venus. Je pense que Rouler électrique ou l'AVEC n'avait que de bons mots pour la QLPA, donc dans la façon dont a été géré ce programme. Je comprends votre volonté de vouloir voir aussi ce genre d'incitatif. Programme de recyclage. Oui, de recyclage. Ouais. Faire de l'air, ou je pense... Faites de l'air. Faites de l'air, exactement. Donc, je n'étais pas été présent très assidûment à cette époque, mais je comprends qu'il y avait eu des résultats très importants. Donc, c'est bien noté. Au niveau de l'aide fédérale, est-ce que vous faites partie des gens qui souhaitent que le gouvernement canadien fasse sa juste part dans l'électrification des transports au Québec? Absolument. De toutes sortes de façons. D'abord, le fédéral devrait supporter le développement du marché et de supporter les manufacturiers automobiles, les forcer et les encourager en même temps. Là, ça prend vraiment bâton et carotte. Et le Canada a ce problème-là aussi, là, qu'on ne sait pas comment on va faire pour atteindre nos objectifs. Bien, moi, je pense que ce serait la moindre des choses que le fédéral et le provincial travaillent ensemble. Et quand je dis provincial, bien sûr, je pense au Québec d'abord, mais c'est vrai pour les autres provinces, pour l'Ontario, doivent travailler ensemble pour faire avancer de façon accélérée l'électrification des transports
partout au Canada. Et jusqu'à preuve du contraire, le Québec fait encore partie du Canada, là, fait que cet argent-là serait certainement bienvenu. Jusqu'à preuve du contraire, je suis d'accord avec vous. Et donc, à cet effet-là, j'aimerais donc vous poser une dernière question qui nous vient d'une recommandation d'un groupe de ce matin concernant le reconditionnement de véhicules électriques qui pourraient être disponibles sur le territoire québécois provenant de d'autres États, notamment aux États-Unis, donc d'autres États américains. Est-ce que vous trouvez que c'est une alternative qui serait envisageable? Est-ce que c'est un élément sur lequel la QLPA s'est déjà penchée sur le fait de recycler certaines voitures et de les reconditionner? Oui, en fait, on a proposé au ministre Hortel, au ministère de l'Environnement du Québec, de reconduire le programme de recyclage de vieilles voitures et de viser l'acquisition pour des gens moins fortunés de véhicules électriques ou hybrides rechargeables reconditionnés. Bon, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, mais ça commence maintenant. Donc, ce serait une bonne idée de mettre en place des incitatifs pour qu'on accélère davantage l'acquisition des véhicules électriques. Puis, il faut penser qu'il y a des gens qui, justement, n'ont pas nécessairement les moyens, mais qui ont quand même envie de faire leur part. Donc ça, quand on fait les calculs, on se rend compte que c'est beaucoup de monde. OK? Donc, cet aspect-là devrait être développé. Et nous, comme vous le disiez tantôt, le programme qu'on a mené a été reconnu comme le meilleur programme de réduction des gaz à effet de serre au Québec et même au Canada. OK? Le programme Fête de l'air. On veut l'améliorer et on pense que les gens, et c'est pas pour rien que c'est devenu un programme si populaire, il y a 40 000 personnes qui ont décidé que c'était une bonne idée et qui ont participé avec nous autres en 2 ans. Donc, là, il y a un besoin qui commence à poindre. Le nombre de véhicules n'est pas tout à fait assez important encore, mais comme je disais tantôt, il y a des choses à régler à l'interne au niveau des concessionnaires, la disponibilité des véhicules sur le marché. Puis quand on regarde aux États-Unis, bien, ça marche. Nous allons passer maintenant au deuxième groupe d'opposition, Monsieur le député de Masson. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Bellil, d'être avec nous aujourd'hui. Vous savez, au début, vous avez parlé des véhicules hybrides, puis moi, je dois vous mentionner, peut-être pour faire une petite mise au point, là, que les véhicules hybrides, ça semblait être la meilleure option pour le Québec. Puis vous avez dit que vous êtes détenteur d'un véhicule hybride, tant mieux. Et puis, en fait, je voulais même savoir, selon vous, si on veut favoriser les véhicules hybrides au Québec, parce qu'on dit que c'est la meilleure solution pour les Québécois, est-ce qu'à ce moment-là, on ne devrait pas revoir la façon qu'on fait les incitatifs puis s'assurer que tous les véhicules hybrides, peu importe la méthode, puissent bénéficier du même incitatif puis aller jusqu'à concurrence, par exemple, du même 8 000 $ qu'un véhicule totalement électrique? Il faut que les véhicules électriques soient favorisés davantage parce que c'est eux autres qui amènent le meilleur gain. OK? Mais là, on a comme défavorisé, presque abandonné de supporter l'achat de véhicules hybrides et hybrides branchables. C'est pas une bonne idée. Donc, pour nous, on doit avoir des incitatifs qui sont proportionnels, mais on doit en avoir. Il faut encourager la bonne action parce que là, vous l'avez vu en commission parlementaire. J'aurais aimé ça être ici puis entendre tous les propos, mais j'avais d'autres choses à faire un peu. Il y a encore tellement d'histoires abracadabrantes qu'on lance dans l'opinion publique pour empêcher l'évolution de ça, qu'il faut faire contrepartie. Et contrepartie, c'est donner des incitatifs. Et comme je le disais tantôt, quand moi j'ai acheté ma première voiture hybride, là, ce que j'entendais de mes 28 batteries, là, c'est que ça coûterait la peau des fesses, puis que l'hiver, ça ne partirait pas. Mais j'ai jamais eu un trouble. OK? Puis moi, là, sur le dessus du Mont Frampton, là, en hiver, jamais branché, là, des moins 30, des moins 40, là, c'est court, hein? Il n'y a jamais eu de trouble. Bon. Alors, il faut encourager tous ces véhicules-là, mais davantage les véhicules électriques, on est rendu là. OK. Donc, maintenant, vous mentionnez dans votre mémoire, puis jusqu'à toute votre conclusion, même que ça fait plus de 30 ans que vous passez à éduquer, persuader les citoyens, les élus, les organismes, les entreprises du Québec à prendre le virage vert. Ouais. Puis, en fait, vous mentionnez là, même que peut-être, selon vous, le projet de loi 104, là, il irait peut-être pas assez loin. OK? Tout à l'heure, CA sont venus nous rencontrer, puis je vais vous lire juste une phrase de leur mémoire qui est à la page 3. Là. CA Québec nous dit « Pour nous, la destination que propose ce projet de loi est peut-être la bonne, mais la route qu'il propose n'est pas la meilleure. »
Et puis, dans le fond, c'est bien, on veut faire plus, parfait, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire plus, là? Est-ce que vous avez des exemples concrets ou en termes d'infrastructure, d'incitatifs? Est-ce qu'on devrait faire plus en termes de camion ou le transport en collectif? Vous avez fait 30 ans que vous êtes dans le domaine. Vous avez certainement des idées parce que ce projet de loi-là va faire en sorte qu'on va réduire à peu près 150 000 tonnes de GES en sol québécois, puis c'est très peu versus l'objectif total de 2030 qui est de réduire de 25 millions de tonnes de GES. Là. Fait que vous avez sûrement des idées qu'on pourrait... Allez-y. Ouais. Il y a très longtemps, en 1998, lors de la première table qui voulait établir le premier plan d'action sur les changements climatiques au Québec, je parlais, et c'est devenu une expression consacrée, que ça prenait un cocktail de mesures, qu'il n'y aurait pas une mesure miraculeuse qui réglerait tout du jour au lendemain. Donc, oui, la loi zéro émission est absolument fondamentale, incontournable, mais le recours au transport collectif, l'électrification des transports en général, l'aménagement urbain aussi est très important. Le besoin de se déplacer. Bien souvent, là, la personne embarque dans sa voiture pour aller dire quelque chose quelque part. Bien, la personne pourrait le faire et on pourrait reconnaître le télétravail comme une mesure de réduction des déplacements, donc de consommation de pétrole et d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a plein de mesures. Maintenant, quand on en revient au projet de loi, c'est un projet de loi en discussion. La réglementation va, et je suis convaincu, étant donné l'âge, le dynamisme qui va avec l'âge du ministre, il va avoir le goût de brosser le pommier un peu. Bien, je pense qu'on va avoir une loi et je vous demande de faire votre travail, vous les groupes d'opposition, parce que je sais que le ministre veut. Bien, il faut sortir la meilleure loi, puis briller comme le Québec le faisait avant, en se distinguant par l'efficacité, par sa volonté d'agir, pas se distinguer par la médiocrité, pas essayer d'en faire moins puis de se défiler. Puis là, je m'adresse à des jeunes, là, puis des fois, j'aimerais ça voir des jeunes là, qui ont au moins autant d'énergie puis de volonté, parce que c'est votre avenir puis ceux de vos enfants qui sont en jeu. On ne peut pas niaiser avec le POC, là. C'est bon, M. Bellil. Mais merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. Bellil, de votre contribution à nos travaux. Juste un instant. Avant de terminer, je dépose officiellement les mémoires des groupes qui n'ont pas été entendus à la commission. Et je lève la séance. La commission ayant accompli son mandat ajourne ses travaux sine die.